Comment être un agent de changement en accord avec soi-même? C'est le thème qu'on a choisi avec Denis Bourgeois. Donc si je fais les présentations entre l'homme et la conférence, l'idée était de faire un masterclass autour d'un homme et son parcours, et les idées qu'il véhicule, ainsi que les actions qu'il a menées, donc ses projets. Si je reprends chronologiquement, pour ceux qui n'ont pas lu explicitement les quelques lignes de biographie, il a passé les 10 premières années de sa vie dans l'agriculture biologique, les 10 années suivantes en tant qu'entrepreneur et cadre dans différentes entreprises, et les 20 dernières années en tant que chercheur et en tant qu'enseignant, notamment enseignant à HEC, puisque c'était mon professeur à HEC. Il a été co-directeur du Master HEC Oxford Consulting and Coaching for Change, et dans les dernières années, en charge avec d'autres collègues de la partie Altermanagement au sein de la grande école. L'idée était de se réunir autour de ce thème, comment être agent de changement en accord avec soi-même, autour de 3 mots-clés qui sont l'éthique, l'éthique avec sa propre manière d'être définie par lui, les questions et le pouvoir qu'elles ont pour nous en tant que consultants ou en tant que dirigeants, et le dernier, c'est le rapport au service. Merci. Bonsoir. Je vais commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'un sculpteur qui sculpte un cheval dans un gros bloc de pierre. Et il y a un enfant qui le regarde. Et il voit apparaître petit à petit, de manière grossière, puis après plus fine, un cheval. Et il dit au sculpteur, mais comment tu savais qu'il y avait un cheval là-dedans? Alors, tout ce que je vais vous dire part de l'hypothèse que nous sommes à la fois le sculpteur et le cheval, et que nous avons dans la vie quelque chose en nous à révéler, et que nos actions dans le monde, nos projets, notre travail, et le travail au sens large, c'est une voie royale pour ça. C'est pas la seule, mais c'est une voie royale. Et, pas depuis que je travaille, mais depuis au moins 30 ans, je pense que c'est ça qui a toujours été le fil directeur de ce que j'ai fait, même si parfois c'était éloigné. C'était cette sorte de fascination pour l'énergie que les gens déploient quand ils mènent un projet qui leur tient à cœur. En général, dans ce qu'on appelle le travail, mais ça peut être en dehors de nous, c'est une action dans le monde. Cette énergie-là, elle change le regard, elle change le visage des gens quand ils vous en parlent. Ils deviennent beaux, quel que soit leur physique, parce qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, ça m'a toujours fasciné. Sans doute, ça m'a fasciné pour moi, mais aussi chez les autres. Donc quand j'ai été consultant, quand j'ai été manager, finalement j'avais toujours en arrière-plan cette interrogation, sur cette fascination sur l'individu et son projet. Alors quand Grégory m'a demandé de faire quelque chose ici, j'ai choisi, alors, je ne sais pas si vous poussez en me demandant ce sur quoi je travaille en ce moment, plutôt que de faire quelque chose d'assez classique sur comment on fait changer des choses, je me suis plutôt penché sur, j'ai plutôt proposé de me pencher sur ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est-à-dire, et depuis quelques années, c'est comment être un agent de changement en accord avec soi-même. Alors, agent de changement, ça veut dire consultant, mais ça peut vouloir dire aussi manager, ou cadre, ou dirigeant, dans la mesure où on ne se contente pas simplement d'expédier les affaires courantes, mais où on peut être aussi amené à faire bouger les choses. Donc c'est de ça que je veux vous parler. Et je vais prendre comme fil le mythe de Perceval, la quête du Graal. Non pas tellement parce que c'est un agent de changement, mais parce que c'est quelqu'un qui cherche sa place dans le monde, qui la trouve, au travers de l'action. Donc, on peut tirer de ce livre des tas de choses, et en une heure, on aura une lecture très ciblée. Mais je m'arrêterai de temps en temps pour donner mon sentiment sur, à mon avis, quelle couleur ça peut donner ces stades par lesquels passe Perceval dans le cadre d'une profession qui est celle d'agent de changement, d'une activité qui est celle d'agent de changement. Voilà l'idée.
Donc je résumerai très rapidement le mythe, qui est très très long, très multiforme, etc. Bien entendu, je donnerai à la fin des sources si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie de le connaître plus. Gamouret était un chevalier, et un chevalier sans rival. Personne n'était capable de l'égaler, que ce soit à la lance, au bouclier, à l'épée, personne ne lui résistait. Et donc, il a accumulé au fil des années des exploits dans la défense de la veuve et de l'orphelin, dans la défense de la justice. Et une de ces expéditions l'avait emmené très loin, en Orient, pour défendre le calife de Bagdad, qui était devenu son ami. Et chemin faisant dans ce lointain pays, il avait aussi sauvé une princesse dont le château était assiégé, et il en était tombé amoureux, il l'avait épousée. Mais au bout de quelques mois de la vie de château, la peine de la grande route lui pesait, et il s'en va alors que sa femme est enceinte. Il retourne, et sa femme donnera un enfant, qui aura la particularité, enfin qui reflètera les deux couleurs de peau des parents, d'être à la fois tacheté de blanc et de noir. Il repart en Occident et il apprend que, quelque part, un royaume au pays de Galles organise un grand tournoi de tous les chevaliers de la chrétienté. Et le prix sera la main de la princesse et donc ce royaume. Bien sûr, il y va et bien sûr, il y est. Donc, il épouse la princesse qui s'appelle Erzéloïde. Ils ont un enfant, ce coup-là, il reste quand même jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et l'enfant va s'appeler Perceval. Mais assez vite, après que l'enfant soit né, Gamouret entend dire que le calife de Bagdad est en danger, alors il reprend son cheval, son armure, ses armes et ses bagages, et il s'en va. Malheureusement, il meurt dans une embuscade. Et donc voilà la mère, catastrophée, qui se jure que jamais elle ne laissera Perceval mener la vie de son père. Et donc elle quitte son royaume, elle s'en va dans les bois avec son fils, et elle lui cache même jusqu'à son nom, et bien entendu ses origines. Le plan marche bien jusqu'à l'âge de 17 ans pour Perceval, mais voilà qu'un jour, au détour d'un chemin dans les bois, il voit apparaître trois créatures qu'il prend pour Dieu. Il est absolument émerveillé. Il voit trois grandes personnes lumineuses sur des chevaux, et il leur dit « Mais qui vous êtes ?» Et les gens disent « Nous sommes des chevaliers, écarte-toi, laisse-nous passer. »« Ah, mais moi aussi, je veux être un chevalier. » Mais écoute, un chevalier, on ne devient pas comme ça. Allez, écarte-toi, si tu veux, il faut aller voir le roi Arthur, seul lui fait les chevaliers. Bon, il sera chevalier, ça. Et c'est décidé pour Perceval, il sera chevalier. Bien sûr, la mère le supplie, il ne va pas partir. Mais elle voit bien qu'il n'y arrivera pas. Alors, elle l'affuble d'oripeaux complètement ridicules. Elle essaye que dans sa tentative pour aller voir le roi, il soit tellement ridicule qu'on le rend. Elle lui donne aussi quelques conseils, dont un, par exemple, est qu'il faut se méfier des femmes. On peut leur prendre éventuellement un baiser, mais rien de plus. Et éventuellement, on peut prendre les bagues, la bague qu'elle leur donne. Bon. Il s'en va, sans même se retourner sur le sort de sa mère. Alors, premier arrêt, donc la vocation. Alors là, elle est assez spectaculaire, la vocation. Pas tous comme ça, une sorte d'illumination devant une rencontre. Quoique souvent, ça se passe avec des rencontres. Et ça, c'est pas spécial à l'agent de changement, mais l'idée, l'hypothèse est que on a tous, plus ou moins clairement, en tout cas à certaines périodes de sa vie, le sentiment de la façon dont on peut agir dans le monde qui soit sa façon, celle pour laquelle on est appelé. Et si on ne le fait pas, alors là, à coup sûr, on ne sera pas en accord avec soi-même. La première condition pour l'être, c'est d'essayer de suivre ça, d'écouter ça et de le suivre.
une jolie phrase pour vous, une pièce de Nils Arestrup. On ne renonce pas à ses rêves, on apprend à vivre à côté, et ils sont toujours là. Ça peut tuer, un rêve c'est dangereux, toute cette force, on ne sait pas où elle est. Alors, cette force, ou cet appel, Perceval, il n'a aucune idée. Enfin, il a une idée très vague, il veut être chevalier, mais il a une idée très vague de où ça va le mener. Et en général, quand on suit ça, on ne sait pas où ça va. On peut avoir une idée, mais on ne soupçonne pas, en général, le chemin qu'on a à faire. Mais c'est l'énergie qui nous fait mettre en route. Alors, je reprends l'histoire de Perceval. Donc, le voilà parti sur les grands chemins en direction de... Il commence par croiser une femme. Je passe les détails. Il se trouve que c'est sa cousine. Et en quelques mots de conversation, elle comprend qu'il vient dans les bois et que c'est Perceval. Et elle lui dit, mais tu es Perceval, tu es le prince de ce lieu. Ah bon. Il a du mal à aller. Il continue, et toujours dans le chemin du château, et il voit un campement avec des tas de tentes. Il rentre dans une, il voit une belle dame allongée. Alors, bien sûr, il interprète ce que sa mère lui a dit. Il l'embrasse et lui prend une bague. Alors, la femme est assez consternée parce que, forcément, elle va avoir des ennuis avec son mari. Et ce qu'elle ne va pas tarder à... Mais bon, lui, il est parti. Et il arrive enfin devant le château, avec ses accoutrements bizarres. Et il croise déjà un chevalier, qui s'appelle un chevalier avec une armure rouge, qui a une dent contre le roi Arthur et qui lui dit, tiens, si tu vas au château, dis au roi Arthur que j'attends qu'il m'envoie quelqu'un, lui ou quelqu'un d'autre, pour le combattre en duel. Bon. Il rentre, bien entendu, il est à risée de la cour, sauf d'une personne qui ébranle un peu le roi Arthur, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement éconduit. Et il annonce qu'il reviendra chez toi, le roi Arthur, le jour où il aura montré sa valeur, il aura fait suffisamment de hauts faits d'armes pour pouvoir mériter le titre de chevalier. Et il dit, et je vais commencer par combattre le chevalier rouge qui attend à la sortie. Alors le chevalier rouge, il dit, écoute, dégage, je ne veux pas combattre contre un ami. Ça ne plaît pas du tout à Perceval, qui était un as du javelot, c'est ça qu'il avait appris dans les bois pour chasser. Il lance son javelot, ça pénètre juste dans la petite ouverture de l'armure du chevalier rouge, qui meurt. Donc du coup, Perceval prend son armure, son cheval, et le voilà parti avec un accoutrement plus digne. Alors bien sûr, il ne s'est pas bien monté à cheval, il a du mal à tenir la lance, etc. Mais voilà parti. Il rencontre quelqu'un d'autre qui s'appelle Björnemans et qui se trouve avoir été un des ministres de sa mère quand elle était princesse. Il le prend sous son aile et il lui apprend pas mal de choses. Bon, de manière pratique, il lui apprend comment on monte à cheval, comment on combat, et il se révèle un élève très doué. Et il lui apprend aussi un certain nombre de règles, des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, quand on combat, c'est à armes égales, et que tuer quelqu'un avec un javelot alors qu'il s'y attend pas, c'est pas ça que fait un chevalier. Il lui apprend aussi comment se conduire avec les dames, et que ce qu'il a fait à la dame dans le campement, c'est pas ça non plus. Alors, il lui apprend un certain nombre de choses. Et puis il lui dit aussi, parce que Perceval était tout fou, posait des questions, il lui dit, puis arrête de poser des questions. Seuls les fous et les espions posent des questions. Donc, une fois qu'il a assimilé tout ça, il se sent libre de repartir, et il repart vers de nouvelles aventures. Alors, je vais m'arrêter là parce que à cet endroit, il y a un deuxième rendez-vous important, je dirais avec soi-même, qui est celui de l'éthique. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, dans mon métier de consultant, par exemple, ou manager, j'ai pris conscience petit à petit d'erreurs que je faisais sur le plan éthique quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que l'éthique, alors peut-être, en tout cas, on a ça de commun entre Perceval et moi, mais il y en a peut-être d'autres. C'est-à-dire que l'éthique, ça se construit.
Et souvent, une profession éduque les gens aussi à une part de déontologie, c'est-à-dire d'éthique. Et j'ai découvert une chose qui m'a sidéré, mais quand j'étais un des responsables de Consulting Coaching for Change, il y avait toute une bibliographie, des textbooks, enfin, je dis ça parce que c'est surtout en anglais qu'étaient ces bouquins-là. Et un jour, j'ai regardé les index, et dans aucun, il y avait le mot éthique. Et non seulement, bon, éthique ou des mots similaires. Et je dois même dire que ce master Consulting Coaching for Change, donc HEC et Oxford sont très fiers, les premières années, on n'en parlait pas d'éthique. C'est petit à petit que je me suis dit, ah mince, mais quand même, il y a ça. Et du coup, j'ai fait une recherche que je vais résumer en 10 minutes, ou 5 minutes même, je ne sais pas à peu près, quoi, sur les problèmes éthiques qui se posent quand on est agent de changement. Alors, je ne parle pas des problèmes classiques, enfin des déontologies de consultants du genre je garde les informations pour moi et je préserve la confidentialité, je ne vends pas des choses que je ne suis pas capable de vendre, je ne cherche pas à revendre absolument quand le client n'a pas besoin. Ça, c'est vrai pour tous les consultants, qu'ils soient dans le changement ou pas. Je parle de questions plus fondamentales qui sont liées au changement. Et donc, j'ai interrogé une trentaine de personnes que je connaissais, qui étaient des agents de changement, soit consultants, soit dirigeants. Je me suis interrogé aussi sur ma propre pratique. Et je leur ai posé 3 questions. La première, c'est, quand on veut faire advenir un changement, on est amené à faire changer les gens d'attitude, de comportement, parfois de job ou de carrière, alors qu'ils n'en ont pas envie. Et que nous, on y a intérêt. Donc, éthiquement, comment vous justifiez ça? Comment vous vous trouvez légitime par rapport à ça? Ça, c'est la première question. Elle est d'autant plus pressante que très souvent, il y avait aussi, dans les jobs, dans les dommages qui pouvaient advenir aux gens, il y avait bien sûr, c'était cité le plus souvent, la perte de job, ça arrive dans ces cas-là. Mais il y a aussi des souffrances psychologiques, c'est-à-dire on change un métier, il commence à perdre de l'intérêt, on restreint la liberté des gens, parce que le changement, si vous voulez, ça a bonne presse, ça fait chic le changement. Mais le changement, il peut être aussi cause de résistance légitime. D'ailleurs, en France, on a appelé la résistance avec un grand R, quelque chose qui, dans les années 40, résistait à un changement qu'on cherchait à nous imposer. Donc, c'est pas parce qu'il y a changement que c'est bien, entre guillemets, quoi. Alors, la réponse des gens là-dessus, il y avait 2 sortes de réponses. Il y en avait une, ça se place sur 2 axes, quoi, en fait. C'est-à-dire, il y en a qui sont plutôt interventionnistes, c'est-à-dire qu'entre le risque de faire des dégâts, de manquer l'occasion de faire quelque chose d'utile, ils prendront faire quelque chose d'utile. Et il y a d'autres gens qui seront plutôt d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire je ne prends pas le risque de faire du dégât. Alors, ça donne là l'attitude qui est que j'agis pour le bien supérieur du groupe, en cherchant à limiter les dommages autant que je peux, mais il y a un bien supérieur, c'est ça qui fait avancer. Alors, en général, les gens vont dire, quand on est dans le domaine économique, c'est la survie de l'entreprise, parce que c'est ça qui conditionne les jobs futurs, etc. Ça peut être parfois des valeurs, hein, ça peut être je fais en sorte qu'il y ait plus de démocratie dans cet endroit, dans ce groupe social, parce que de toute façon, le bien commun, il passe par là. Et s'il y a quelques dégâts ou quelques dommages, j'essaie de les limiter, puis en face, on a des gens qui vont dire moi, je ne prends pas parti. Je me contente d'aider les différentes parties prenantes, les individus, à trouver une solution qui convient à tout le monde. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'est que finalement,
dis-moi quelle est ta pratique et je te dirai quelle est ta position éthique, ou vice-versa, dis-moi quelle est ta position éthique et je te dirai dans quel type d'agent de changement tu vas être. C'est-à-dire que quand on est interventionniste, on n'hésitera pas à être dans des programmes de changement top-down où on fait pousser les choses et puis les gens doivent suivre. Quand on est de l'autre côté, on va plutôt être coach, facilitateur de dialogue, médiateur, etc., qui sont deux façons très différentes d'être agent de changement. Alors, mon propos dans cette affaire d'éthique n'est pas de vous dire ce qu'on doit faire. C'est une sorte de loi intérieure, c'est à chacun de la ressentir, et elle peut être différente chez les gens. Et je n'ai interrogé que des gens que je connaissais et dont je savais qu'ils étaient soucieux d'éthique, pas des cyniques. Et bien sûr, au milieu, il y a ce qu'on pourrait appeler un changement d'idée ou suscité, c'est-à-dire que les dirigeants donnent une direction à suivre, qui elle n'est pas négociable, et à l'intérieur de ça, laissent de la liberté aux gens. Ce qui permet une sorte d'hybride entre les deux. Mais où malgré tout, l'agent de changement prend parti. Hein, c'est que de ce côté-là qu'il ne prend pas parti. Et la légitimité, elle se construit différemment. C'est-à-dire que les gens qui sont de ce côté-là diront « je suis légitime parce que je sais mieux que les autres, je suis compétent, j'ai fait des études, etc. Je sais mieux ce qui vient. Si je suis patron, je sais mieux ce qu'il faut faire pour que dans 5 ans, la boîte vive encore. Je sais mieux que les autres, c'est quand même je suis. Et il y a aussi, en plus, j'ai reçu ma mission parce que j'ai été nommé par les représentants des groupes, de l'organisation, de l'association, de la commune, de l'organisation. Dans ce cas-là, la légitimité, elle se construit différemment. Elle se construit parce que je suis compétent pour aider et parce qu'on me l'a demandé. Mais je n'ai pas à justifier que je prenne parti puisque j'évite de prendre parti. Et ça, c'est un gros, je dirais un gros débat qui oriente la pratique. Alors, il y a des limites dans tout. C'est-à-dire qu'aucun n'est indemne de questions à se poser. Quand on est de ce côté-là, voilà. Quand on est de ce côté-là, déjà la question c'est comment est-ce que je suis sûr que je sais mieux que les autres, et aussi comment je fais pour arbitrer, c'est-à-dire que le bien commun, il y a des gens qui vont le payer plus que d'autres. Il y a des catégories de gens qui vont le payer plus que d'autres, et comment j'arbitre pour dire finalement c'est pas grave si c'est ceux-là qui payent plutôt que d'autres. Parce que malheureusement le bien commun, en général dans ce problème de changement, il y a des gagnants et des perdants. Pas tout le monde gagne. Il y a aussi la question de la durée, c'est-à-dire que le changement il est positif, mais jusqu'à quel horizon de temps? J'ai été frappé moi par une histoire de tout un programme de changement pour amener beaucoup plus de démocratie dans une usine, qualité totale, participation, etc. Ce qui fait que les ouvriers s'étaient pris au jeu. Et bien entendu, la productivité avait augmenté. Et au lieu de faire un travail avec une équipe de 5, ils arrivaient à la faire avec une équipe de 4. Parce qu'ils avaient trouvé les moyens, etc. Super, ils avaient trouvé, tout le monde était content, etc. Puis un jour, la personne qui a fait ça a été nommée ailleurs. Quelqu'un d'autre est arrivé, période un peu de vache-maigre, il fallait serrer les boulons. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé une personne par équipe. Difficile après de convaincre ces gens-là d'aller dans un autre programme de changement. C'est-à-dire, jusqu'à quel horizon de temps, quand je suis responsable de quelque chose, est-ce que je peux garantir que c'est le bien commun et que ça va être bénéfique pour tout le monde? Donc, pas toujours évident. De l'autre côté, c'est pas mieux, hein, c'est-à-dire, c'est facile de dire les autres savent mieux que moi ce qu'il leur faut. Puisque j'en sais, parfois ils savent pas. Donc, dans tous les cas, c'est toujours un problème difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions, mais ça veut dire que ça mérite réflexion et que ça mérite une réflexion honnête avec soi-même. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était plutôt pour les gens qui étaient là, mais bien entendu, il y a une majorité qui était là, puisque les gens dans l'action, principalement, sont dans les dirigeants.
Si vous avez comme valeur, une valeur assez courante en Occident, qui est le respect des libertés d'autrui, et une autre qui est l'honnêteté, alors comment vous faites pour que des gens fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent s'ils n'en ont pas envie? Comment vous évitez la manipulation? Est-ce que la fin justifie les moyens? Là aussi, les gens m'ont dit, ouais, c'est une question pas facile. Alors, une chose, qu'est-ce que j'appelle manipulation? Ce que j'appelle manipulation, c'est à la fois instrumentaliser les gens, mais sans le leur dire. Quand vous instrumentalisez les gens en leur disant, c'est la coercition, c'est le coup de pied aux fesses. C'est si tu fais pas ça, je te vire. Parfois, on n'a pas ce pouvoir-là, ou en tout cas, le prix à payer serait trop fort, et donc la manipulation, c'est d'essayer d'amener les gens à ça, mais sans trop le dire, quoi. Alors, l'exemple emblématique, je parle à des Français en majorité, le corbeau et le renard, le renard est un maître dans la manipulation, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les faiblesses psychologiques, les peurs, les sentiments d'infériorité des gens, et donc on va faire changer d'attitude. Il peut y avoir aussi déformer la vérité, tronquer les statistiques, raconter que la moitié des choses, si ce n'est même complètement mentir. Donc, il y a plusieurs formes de manipulation. Et qu'est-ce que me disaient les gens? Ils me disaient, rares étaient ceux qui me disaient, non, jamais je ne fais de manipulation. Tous disaient, j'essaie de faire le maximum pour en faire le moins possible. On peut la cadrer. Je me rappelle par exemple de quelqu'un qui disait un truc remarquable, qui disait, par exemple, j'étais dirigeant, il y avait un rapprochement entre deux entreprises. Si je disais, je ne pouvais pas le dire tout de suite, pour aucune raison légale, je me suis comporté de telle manière que, quand ce sera fini, je pourrais dire aux gens ce que j'ai fait sans en rougir. Donc il y a des manières de cadrer sa manipulation, mais il y a des fois où c'est difficile. D'autres fois où c'est difficile, c'est quand je dis les choses, ça va aggraver la situation. Par exemple, si je dis que la boîte est en danger, dans certains climats, il va y avoir une grève, etc., et ça va la mettre encore plus en danger. Donc qu'est-ce que je fais? Donc il y a des vrais dilemmes autour de ça. Ou par exemple, très souvent, un changement, on ne sait pas bien où on va. Mais est-ce que je le dis que je ne sais pas bien où on va? Et dans ce cas-là, les gens ne vont pas avoir confiance, vont paniquer. Et à ce moment-là, je ne suis pas transparent. Ou je dis, écoutez, je pense qu'on doit aller par là, mais je ne garantis pas le résultat. Et dans ce cas-là, ça risque de découvrir. Donc, beaucoup de gens ont parlé de ce dilemme-là. Ils ont aussi parlé d'un autre dilemme, qui est jusqu'où remettre les gens en question. Ça, c'est un grand classique du consultant, par exemple. Un patron vous dit, voilà, il faudrait changer dans ma boîte ceci et cela. On se doute bien que le patron et son équipe dirigeante, ils sont pour beaucoup dans le problème. Et si on leur dit, vous savez, il faudrait déjà que vous commenciez à changer, on n'aura pas le contrat. Et même si on ne parle pas de contrat, on ne fera rien bouger. On fera bouger que si on amène les gens, non pas à faire le grand pas qu'on sait qu'il faudra qu'ils fassent, mais à leur en faire des petits. Ah oui, d'accord, mais on ne dit pas toutes les vérités, alors. On raconte un peu... on n'est pas loin de la manipulation. Donc il y a tous ces dilemmes-là. Et la plupart des gens disaient, ouais, c'est vrai, alors, il ne faut pas croire, les gens sont capables d'entendre beaucoup plus de choses qu'on croit, donc il y a un potentiel de conversation courageuse, beaucoup plus qu'on croit. Mais c'est vrai, parfois, on peut avoir du mal. Et dans ce cas-là, on essaie de faire le minimum. Enfin, de le faire au minimum. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est anticiper. Beaucoup de dilemmes arrivent quand c'est trop tard et qu'on aurait dû anticiper, clarifier avant. Le rôle qu'on doit avoir. Par exemple, si on parle on n'est pas obligé de dire au patron dès le premier jour, vous savez, vous avez beaucoup de choses à changer chez vous, mais on peut déjà être capable de dire, est-ce que si je me rends compte au fil des missions que il y a des choses dans ce que vous faites qui créent le problème, est-ce qu'on pourra en parler?
y a des manières d'anticiper qui font que quand on se trouve devant la situation, on n'a plus vraiment le dilemme, mais on a une porte de sortie qu'on aura déjà prévue, ce qui nécessite pas mal d'expérience. Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est, bon, vous avez cette boussole éthique, tous les gens, enfin, ils parlaient parfois de boussole ou d'autres choses, mais quelque chose qui vous dit finalement ce que vous sentez correct de faire. Mais comment vous faites pour la suivre malgré la pression du quotidien? Pression qui peut être le business, pression qui peut être l'ego, la satisfaction de réussir, la peur de l'échec, etc. Comment vous faites? Alors, je ne sais pas si vous avez ce petit schéma-là, moi je l'ai. Quand on me propose un job, c'est en rouge, c'est ce pourquoi je dirais non. C'est-à-dire, ça peut être non parce que ce qu'on me demande de faire, le contenu du changement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que telle et telle catégorie paye les pots cassés, etc. Et puis, ça peut être dans la façon dont je le fais, si on me demande justement d'être très manipulateur, etc. Donc, il y a des zones qui sont inacceptables. À l'inverse, vous avez les choses où vous êtes super content de travailler, la manière de le faire, là, etc. Et puis, vous avez des zones plus grises. Je pense qu'on a tous plus ou moins ça. Alors, moi, c'est ma façon de le codifier, mais dans la question est-ce que j'accepte ce job-là, on se pose ces questions. Alors, le problème, c'est que quand on est là, c'est pas là qu'on est le plus lucratif, finalement. Parce qu'on est presque prêt à travailler pour rien, là, tellement on est content. Et le problème, c'est que souvent, là, il y a un dilemme. Parce que, justement, là, j'ai besoin d'argent ce mois-ci, ou j'ai besoin de faire tourner ma boîte, ou j'ai envie de ce job parce que ça va me permettre de... ça va me donner une référence parce que j'ai travaillé avec machin. Et oui, d'accord, mais ce qu'il me demande de faire... Comment vous faites pour résister à ces dilemme? Alors, la plupart de mes interlocuteurs me disaient, oui, ça c'est vrai, c'est un problème. Quand je suis pas content de moi, c'est que je me rends compte que, ouais, j'avais trop besoin de ce job, alors je... Comment ils font pour résister tant bien que mal? Premièrement, le travail sur soi. On va y revenir avec Perceval, mais le travail sur soi, c'est assez fondamental. Être de plus en plus lucide sur ce que l'on est, et sur ses points faibles, sur ses peurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire des points réguliers là-dessus. S'arrêter de se poser la question. De ne pas l'envoyer, de ne pas dire tiens, il faudrait que je pense à ça. Soit seul, soit avec des amis, enfin, ou des pairs qui peuvent être une oreille attentive et non jugeante. Soit imaginaire, c'est-à-dire c'est toujours le regard de l'autre. D'ailleurs, dans le cas où je citais, quand ce sera fini, je pourrais le raconter sans rougir, c'est le regard de l'autre. Certains disaient, il faudrait que je puisse raconter ce que j'ai fait à mon fils, sans avoir de problème. Ça pourrait être étalé dans les journaux, ce que j'ai fait, j'aurais pas de problème. Donc le regard de l'autre, non pas parce que l'autre me dit ce que je dois faire, mais comme étant une sorte de moyen de prendre du recul. Voilà, en très résumé, comment on peut se poser des questions en termes d'éthique pour un agent de changement, et quel type de réponse j'ai pu voir que des gens y apportent. Alors, si on reprend maintenant notre ami Perceval, qui petit à petit donc, a appris à mieux se conduire, voilà parti, et cette nouvelle aventure, c'est qu'il y a une autre princesse qui est aussi assiégée dans son château, qui se trouve par le mari de la femme dont il a pris le baiser, la bague. Alors bien sûr, il le provoque en duel, il le bat, parce que déjà on montre que c'est très bon dans l'exercice de son art martial. Et du coup, il prie le mari d'arrêter de punir la dame, donc il répare un petit peu le tort qu'il a causé. Et bien sûr, il épouse la princesse qui s'appelle Blanchefleur. Et là, il part, il fait mieux que son père, il part même avant qu'elle soit enceinte. Bien que, après 2-3 jours de mariage, Blanchefleur lui a expliqué qu'on peut prendre plus à une femme qu'un baiser, surtout quand on est marié.
Et il s'en va quand même, parce qu'il se dit, mais mince, ma mère que j'ai laissée dans les bois, il faudrait quand même que j'aille la rechercher. Il part, et il se perd. Il se perd, alors du coup, il ne sait plus où il va, il laisse son cheval le porter, et il arrive dans une contrée assez désolée, assez triste. Et puis, au milieu de rien, il y a le château, et il se passe des choses bizarres là-dedans. Il arrive là, comme s'il était attendu. Les gens l'entourent, l'aident à enlever son armure, l'habillent pour la soirée, etc. Il est introduit dans la salle du banquet, où là, il ne comprend pas ce qui se passe. D'abord, il y a le roi du vieux, qui est étendu sur le côté, qui souffre, qui a très mal, qui s'appelle Amfortas. Et puis, il y a une cérémonie avec une princesse qui transporte une grosse pierre brillante, qui semble donner de la nourriture aux gens autour. Non, il ne comprend rien. Mais il se souvient de ce que Gurnemantu tu as dit. Seuls les espions ou les fous posent des questions. Et au bout d'un moment, le soir, le roi, qui a l'air un peu déçu, dit « Bon, ben, vous devez être fatigué, et on va vous montrer vos appartements. » Il va dormir, le lendemain, il se réveille, plus personne. Plus un page, plus rien. C'est comme si c'était désert. Bizarre, on prend son cheval, il se met même son noir, il s'en va. Il s'en va et il ne comprend pas. Il quitte ce lieu désolé. Il recroise sa cousine qui lui dit « Tiens, alors qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu viens? Ben, je viens de ce château. » Ah bon, alors, t'as été invité dans ce château? Bah oui, oui, oui. Et alors, t'as posé la question? Bah non, quelle question? Bien sûr, il fallait poser la question pourquoi le roi souffrait? Qu'est-ce qui se passait? Ah ben non, oh là là, malheureux. Mais alors, ils attendaient ça depuis des décennies, que quelqu'un vienne. C'était toi qui as choisi, et t'as raté l'occasion. Mais quelle folie! Il continue. Il se trouve toujours perdu, il arrive chez le roi Arthur, qui a déjà eu vent de tous ses exploits, et qui donc veut le nommer chevalier. Mais au moment de la doubée, une sorte de vieille sorcière qui s'appelle Cundry arrive à lui dire « Surtout fais pas ça !» Ce garçon est un scélérat, et elle raconte tous les méfaits qu'il a fait, tuer le chevalier rouge de manière déloyale, et surtout, il a été dans le château du Graal, il n'a même pas été fichu de poser la question. Et donc là, Perceval se rend compte que vraiment, il s'est planté. Et il jure qu'il reviendra une fois de plus au château de roi Arthur, mais une fois qu'il aura été, cette fois-ci, réparer sa faute dans le château du Graal. Et comme je lui dis, on n'accède pas au château du Graal comme ça, seulement quand on y est allé. Et c'est. Alors là, je voudrais parler. Alors, il y a plusieurs choses. On pourrait parler de 36 000 choses, ce livre est fantastique. Je suis en train de faire une autre recherche pour un papier que j'appellerais l'éloge de l'échec. Dans la revue HEC ou dans les autres, vous voyez tout de suite toujours les gens qui vous racontent leur carrière. Alors, ils ont fait ça, puis ils ont fait ça, puis ils ont fait ça, mais ils n'ont jamais dit « je me suis planté et c'est grâce à ça que j'ai réussi ». Je me suis vautré lamentablement. Jamais on voit ça. Et pourtant, c'est ça la vie. Enfin, en tout cas, la mienne. Et je pense que c'est de pas mal de gens ici. Il y a aussi un truc qui m'a frappé, je ne sais pas quoi en faire, mais je trouve ça intéressant. Cathédrale de Chartres, il y a un labyrinthe à l'entrée de la nef, enfin, un peu après tout. Et vous rentrez. Et c'était fait pour que les pèlerins le parcourent. Et vous commencez, et presque tout de suite, vous arrivez au centre. Sauf que pas vraiment. Il y a une toute petite cloison qui vous sépare du centre. Vous croyez que vous allez y arriver, mais non. Et cette petite cloison, elle vous montre tout le chemin, et à ce moment, vous vous pastillez pendant un long moment, tout le labyrinthe, avant de vraiment arriver au centre. Bon voilà, mais on pourrait parler de ça, mais on pourrait parler aussi d'un autre sujet là-dessus, qui est la vocation comme déclencheur de transformation. Ce qui se passe dans cette histoire, il y a un mythologue qui s'appelle Joseph Campbell, qui
qui résumait tous les mythes qu'il a pu étudier, il en étudie plein, par 3 phases. Une phase, le héros ou l'héroïne quitte son château, quitte sa demeure, et là, Perceval, ça se fait en 2 fois, il y a la forêt, plus après le château de Blanchefleur. Après, il passe par des tas d'épreuves, de toutes sortes, pour après regagner sa vraie place dans le monde, qui est soit le château qu'il a quitté, soit un autre. Et c'est bien ça qui se passe avec Perceval. Mais, je revois ma fascination, le déclencheur de cette transformation, c'est cet appel, c'est cette vocation, qui fait que l'on quitte l'endroit où l'on vivait éternellement. Mais, ce dont je voudrais vous parler cette fois-ci, c'est plutôt le pourquoi est-ce que dans ce mythe du Graal, alors il y a plusieurs versions, hein, ceux qui sont des Wagnériens, dans Parsifal, c'est pas comme ça que ça se passe, mais là j'ai pris comme départ Wolfram von Eschenbach, qui est celui qui a vraiment écrit le mythe au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que c'est une question? Pourquoi est-ce que c'est pas un haut fait ou quelque chose qui fait que ça lui ouvre les portes, que ça délivre le pouvoir? Pour moi, j'ai toujours été aussi fasciné, j'ai fait aussi une recherche là-dessus, sur la relation entre les questions de fond que les gens se posent et leur propre transformation. Alors j'ai étudié, j'ai rencontré aussi des chercheurs professionnels, des universitaires, mais on a aussi, principalement aussi dans le cadre de Consulting and Coaching for Change, les gens étaient invités à faire une thèse. Et on les invitait vraiment à choisir un sujet, pas instrumental, pas je vais faire ça, comme ça va me rapporter des clients. Pourquoi pas? Mais alors, prenez un truc qui vous prend vraiment à cœur. Et dans ce cas-là, il se passait, alors pas toujours, mais souvent des choses frappantes. C'est-à-dire qu'il y a probablement un deuxième rendez-vous avec soi-même, quand on est agent de changement, qui est qu'est-ce qu'on cherche à apprendre. Et d'ailleurs, quand on change sans arrêt de client, ou même quand on est manager, mais qu'on change quand même un certain nombre de fois, qu'est-ce qui fait qu'on change? À mon sens, c'est pour apprendre. Et pour apprendre quelque chose autour du changement. Alors, ça peut être des choses différentes suivant les gens. Et puis, probablement autour de soi-même aussi. C'est plus facile d'apprendre sur les autres que d'apprendre directement sur soi-même. Alors là, j'ai quelques histoires que je trouve touchantes. Par exemple, cette personne, là j'étais son tuteur de thèse, elle était quelqu'un de très brillant, assez jeune, très cerveau gauche, très rationnel, et qui avait réussi dans le conseil financier, ce genre de choses. Et en la poussant à choisir vraiment ce qui l'intéressait, elle a dit, elle a voulu réfléchir pourquoi les gens ne sont pas rationnels. Et elle a choisi un sujet que vous connaissez bien, pourquoi les décisions de fusion-acquisition sont si irrationnelles et donnent finalement après un gouvernement. Bon, elle faisait ce travail, très brillante comme elle était. Et puis vers la fin, on devait prendre un rendez-vous, elle me dit, pas la semaine prochaine parce que je vais au ski. Et oui, et puis parce que, en fait, avant, j'avais horreur d'aller au ski parce que j'ai l'impression de rien contrôler. Et puis maintenant, j'adore ça. Donc quelque part, elle travaillait sur quelque chose qu'elle sentait. Elle travaillait chez les autres, sur quelque chose qu'elle sentait à développer chez soi. Et finalement, de le faire l'a aidé à le développer. Autre exemple, une personne qui essayait de comprendre pourquoi les gens résistaient au changement. Et en fait, elle était une personne très mobile, qui avait changé beaucoup de choses dans sa vie, plusieurs fois, enfin, bref, qui ne donnait pas l'image de la résistance au changement. Et je lui ai posé la question, elle me dit, mais si, à la réflexion, si. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours refusé de m'imaginer dans un couple stable. Et seulement maintenant, je commence à penser que ce serait possible. Donc là encore, travailler sur ce que font les autres, ou ce que sont les autres, aide à comprendre ce que nous laissons. Celle-là aussi est pas mal. Quelqu'un qui avait, pour une raison assez dramatique, prenait beaucoup de risques dans sa vie, un peu comme une fuite. Et son étude, c'était sur pourquoi les éboueurs ne respectent pas les consignes de sécurité et donc prennent des risques.
Alors bien sûr, lui, ce qui se passe sur ce genre de risque, c'était des risques. En faisant cette étude, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que les risques qu'il prenait étaient une fuite, et il a aussi changé de vie, il a arrêté de prendre ces risques. Et trouvé une vie qui lui convenait. Et enfin, le dernier, quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans sa carrière des problèmes de corruption, parce qu'il travaillait dans des pays où c'était souvent incontournable. Et il a fait une étude sur des entreprises qui arrivaient à résister à ça, y compris dans des pays sujets à la corruption. Et finalement, ça l'a aidé à comprendre que, en fait, ce qu'il pensait possible, mais qu'il n'avait pas toujours réussi à faire, c'était possible et ça l'a aussi aidé à changer de vie. Donc il y a un pouvoir énorme de se poser des questions. Et d'ailleurs, quand à la fin d'un cours, d'un programme, les gens me disent « j'ai plus de questions maintenant qu'en arrivant », je me dis « j'ai fait mon boulot ». C'est vrai pour ce soir aussi. Voilà, le pouvoir des questions. Quelque part, surtout dans un mode d'agent de changement, si on veut être encore en accord avec soi-même, probablement c'est parce qu'on cherche c'est parce qu'on aura appris quelque chose que, au fond de soi, on cherche à comprendre, et qui est probablement lié à soi-même. Parce qu'on le verra plus tard, la question qu'il pose à son oncle, quelque part il le pose à son oncle, il le saura plus tard. Il le pose à quelqu'un qui est une autre, si on interprète le mythe comme un rêve, qui est une autre facette de lui-même. Voilà le pouvoir des questions. Alors donc, notre ami Perceval repart et il tombe. Alors il erre pendant plusieurs années. Et bien sûr, il ne trouve pas le Graal, parce que le Graal ne se présente que s'il a décidé de se présenter au château de Graal. Mais un jour, il finit, là aussi il en a marre, il ne sait plus où aller, il laisse son cheval le guider, et il tombe sur une sorte d'ermite qui s'appelle Trévisante, et avec qui il passe un certain temps, et qui va l'aider beaucoup. Alors il va l'aider déjà à arrêter de maudire le sort et de maudire le ciel de tout ce qui lui arrive, parce que jusqu'à présent, personne ne dit mais c'est pas juste. Il lui apprend à la fois à accepter la responsabilité de ce qu'il a fait, mais sans non plus se morfondre dans la culpabilité, simplement l'accepter et le voir, et finalement se voir tel qu'il est, avec son côté homme. Et puis il lui explique des choses aussi sur le Graal, parce que Amfortas, le roi, se trouve être le frère Trévisant, et il lui explique aussi que Amfortas est le frère de sa mère, donc c'est son oncle. Donc c'est une sorte de figure paternelle. Et il lui explique pourquoi la souffrance, parce que le Graal est une sorte de pierre venue du ciel, amenée par des anges neutres, des anges qui ne prenaient parti ni pour les forces du bien, ni pour les forces du mal, et qui ont amené cette pierre à garder par une dynastie. Mais le roi avait l'obligation de se consacrer à 100% au service de ça. Et à ce moment-là, cette pierre avait un pouvoir de guérison, d'apporter l'harmonie autour d'elle, extraordinaire. Mais Amfortas a fait une faute, il était amoureux, et il a été guerroyé, faire un tournoi pour les beaux yeux de sa belle, et donc il a quitté sa charge, il a été blessé dans un tournoi, et il a eu une blessure qui ne guérira jamais. Donc voilà, Perceval c'est tout ça, il a beaucoup réfléchi, il a changé tout ça. Il ressent beaucoup plus de compassion vis-à-vis de Amfortas qu'il en ressentait avant. Et au bout d'un moment, il se remet en chemin et il rencontre à nouveau Kundry, la sorcière. Sauf que la sorcière est devenue beaucoup plus aimable et avec un attrait, avec une apparence beaucoup moins hostile. Elle lui dit, maintenant, tu es mûr pour le château du Graal, tu peux aller par là. Simplement, tu vois, là, il y a un chevalier là, devant toi, il faut encore que tu rencontres ce gars-là, que tu le combattes, et après tu pourras y aller. Et Perceval lui dit, encore combattre, ça n'aura jamais de fin. Et Kundry lui dit, c'est le dernier, pour rentrer dans le Graal, il faudra que ce combat soit à la fois perdu et gagné. Alors là, je vais parler d'un troisième thème, qui est le service.
Alors on pourra encore parler d'autres thèmes, hein, ce mythe est fantastique, on va passer deux jours là-dessus. Il y a la réparation. Quelque part, ce qu'il va faire, c'est réparer ce que sa lignée n'a pas fait. Ce qu'on retrouve souvent dans beaucoup de vocations. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est travail sur soi dont j'ai parlé. C'est-à-dire devenir de plus en plus conscient de soi-même. Et puis il y a aussi une chose qui est assez liée à ça, qui est ce paysage désolé, il est le reflet de ce qui se passe au sommet. J'ai fait une autre recherche, mais ça je n'aurai pas le temps d'en parler, sur le projet comme projection de son dirigeant, sur la correspondance entre ce qui se passe à l'extérieur du dirigeant et ce qui se passe à l'intérieur. Et là, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas dire que la nature soit en bon état, pas plus que dans le pays du Graal, et de faire le parallèle avec ce qui se passe dans les élites. Mais plus que dans les élites, dans les principes qui dirigent la société. Et ça, c'est lié au service, finalement. Parce que ce que nous dit le mythe, c'est que pour trouver sa place, encore, pour être en accord avec soi, il faut servir quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bien sûr, on peut en vivre, mais avant tout, on obéit à un service. Alors, pourquoi le parallèle avec notre monde aujourd'hui? Parce que, si on regarde notre monde économique aujourd'hui, alors là, une parenthèse théorique, mais je vais aller vite, parce que le bloqueur tourne. Ça, c'est... J'ai fait 20 ans de sociologie, voilà, en 2 secondes, ce que j'ai compris. C'est-à-dire, vous avez des pratiques observables, comme par exemple le statut de la femme, tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'elles ont le droit de faire ou pas, ou ce qu'elles n'ont pas le droit de faire il y a un siècle. Et puis en dessous, ça c'est ce qui est visible, et en dessous, il y a des représentations, des théories sur le monde. Par exemple, pour le statut de la femme, la place de la femme c'est à la maison, les femmes ne sont pas capables de ceci ou de cela. Ça justifiait le statut de la femme il y a 5 ans. Et encore en dessous, il y a des valeurs, des manières de se construire son identité, des rapports de pouvoir aussi. Le statut de la femme, je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui? C'est-à-dire que quelles sont les représentations qui gouvernent notre monde économique? Il y a une phrase célèbre d'Adam Smith, que vous connaissez peut-être. C'est pas la bienveillance du boucher ou du marchand de bière et du boulanger, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. L'égoïsme de chacun est le garant du bien de tous. Typiquement, si vous posez une ou deux pourquoi à un économiste conventionnel, il arrivera à ça. Et Adam Smith, c'est une référence. Puis la deuxième référence, alors là, le plus ancien que j'ai trouvé, c'est Descartes. Grosso modo, la nature est à nous. Il suffit que si on arrive à s'en rendre maître, on fait ce qu'on en veut. Donc, vous prenez ces deux choses-là, vous inculquez ça aux gens, ou du moins à l'élite dirigeante, mais même à beaucoup de gens. Vous laissez passer 1 ou 2 siècles, et puis vous avez grosso modo le monde en arrière. Et si vous recommencez, vous aurez encore à peu près, peut-être pas tout à fait, mais vous aurez à peu près ce genre de monde. Forcément, puisque l'ADN, c'est ça. Alors le problème, c'est le service. Là. Comment on fait pour servir quelque chose si l'ADN, c'est l'égoïsme de tous et le garant du bien commun? Alors ça donne une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire entre 8h et 18h, parfois plus quand on est cadre, je joue ça. Et puis après, le soir, avec ma femme ou mes amis, mes gosses, ou bien le week-end, éventuellement, je change de personnage. Je peux ouvrir mon cœur plus, ou je peux réagir différemment. Ce qui me frappe, c'est à quel point, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, surtout l'organisation publique, on est obligé, on est amené à laisser une partie de soi au vestiaire. Et parce que on travaille sur ce modèle. Alors, je ne dis pas plus que pour l'éthique, je ne dis pas ce qui est bien de faire ou pas. Simplement là, il se trouve que Grégory a parlé d'une chose qu'on a faite à HEC avec un certain nombre de collègues, qui est la majeure alter management, donc là c'est pour
pour les jeunes, pour les étudiants, où on essaye de leur montrer différentes manières de donner du sens à son travail ou au travail. Et au départ, d'ailleurs, je n'avais pas réfléchi à ça. Simplement, on trouvait que c'était des manières intéressantes. Et finalement, en réfléchissant, on se rend compte que c'est un ADN qui est, grosso modo, le contre-pied de ça. C'est-à-dire, grosso modo, tout le monde est responsable. Ce qui se passe, des citations d'avant, c'est des machines merveilleuses à déresponsabiliser les gens. En tant que consommateur, en tant qu'actionnaire, etc. Tout est si bien cloisonné qu'on n'est pas responsable. Si on devient tous responsables, alors on est responsable de nous-mêmes, bien sûr, mais aussi du bien commun. La coopération devient plus prioritaire que la compétition, même si les deux sont inévitables. Et la relation à l'environnement est aussi quelque chose qui n'est plus de la prédation. Et en même temps, on évite les grandes asymétries de pouvoir. Vous mettez ça, vous laissez passer 2 siècles et vous avez un monde assez différent. Alors pour l'instant, il n'existe pas, mais il existe des pousses comme ça qui sortent à droite, à gauche, même si on ne se rend pas compte qu'elles sont de la même racine. Alors il y a toute une partie sur la relation économique. Alors la fameuse triple bottom line, qui est parfois une tarte à la crème, mais qui est aussi, pour un certain nombre d'entreprises, quelque chose de réel. C'est rééquilibrer la performance financière, environnementale et sociale. Il y a l'économie du partage, tout ce qui est open source, Wikipédia, Creative Commons, c'est ça, vous pouvez les utiliser si vous voulez, etc. etc. Il y a des comportements, des Fab Labs, des comportements qui vont aux antipodes du raisonnement classique. Économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire l'anti-obsolescence programmée. Je fabrique, je répare, et je vends simplement l'utilisation, donc j'ai intérêt à ce que mon pneu ou ma machine, je ne sais pas quoi, dure le plus longtemps possible. Économie circulaire, c'est-à-dire reconstituer comme les écosystèmes biologiques, les déchets des uns font les matières premières des autres. La finance éthique. Qu'est-ce que fait de mon argent le banquier qui me prête? À qui me prête? À qui je la place? Et à quoi sert mon argent? Ça va aussi avec un volet qui est réinventer le travail, c'est-à-dire sortir du taylorisme. Quels que soient les discours qu'on entend aujourd'hui, pour moi, on nage dans un océan de taylorisme. Le taylorisme, c'est jamais si bien porté qu'aujourd'hui. Mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui inventent des méthodes pour en sortir. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui prend un relief nouveau aujourd'hui, c'est tout ce qui est propriété des moyens de production, c'est-à-dire scope, coopérative, etc. Qui n'est pas nouveau, mais qui est un peu comme la Suisse et Saint-Marin au Moyen-Âge, c'était des démocraties dans un océan de royauté. Les coopératives, ça a toujours existé, enfin, depuis 2 siècles. Mais ça peut prendre un relief nouveau, avec l'ADN différent. Ça ne veut pas dire unique, mais un relief nouveau. Et puis tout ça ne peut se faire que si on repense la démocratie autrement. C'est pas de dire que la démocratie représentative aujourd'hui, avec le vote à la majorité, on en voit les limites. On voit des choses qui paraissaient impensables avant. La démocratie par tirage au sort. La dernière constitution islandaise a été élaborée par des citoyens tirés au sort. Alors bien sûr, en parallèle, il y a le Parlement qui vote les lois, etc. Mais il y a le souci de doubler ça par des processus de consultation des citoyens et de responsabilisation des citoyens qui vont beaucoup plus loin. L'impératif écologique joue aussi là-dedans. Bon, pour aller très vite, aujourd'hui, l'énergie est fournie principalement par quelques gros oligopoles dans le monde. Pétrole, nucléaire, etc. Conséquence, entre autres, toutes les guerres que l'on voit, etc.
Les énergies renouvelables donnent la possibilité que, au lieu de 20 oligopoles, ce soit des millions de gens qui produisent l'énergie. C'est pas sûr. Ça peut très bien se faire toujours sous forme d'oligopole. Mais ça ouvre cette possibilité. Pareil pour l'alimentation de l'agriculture. Donc, quelque part, ça peut donner une place à la société civile qui n'élimine pas le couple État-marché, mais qui lui amène quelque chose à ce couple, qui sort du dilemme sans arrêt entre trop d'État, trop de marché, dont le XXe siècle a été l'illustration. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Curitiba, de Freiburg, il y a des villes qui se gèrent autrement de manière assez époustouflante. La monnaie, le monopole de création de la monnaie, création de monnaie locale, le système d'échange locaux, sont aussi des choses qui, comme ça, des poussent, qui en tout cas, pour les gens qui y travaillent, qui sont les éléments de changement, peuvent plus facilement donner du sens. Alors, je ne dis pas que c'est les seuls, mais j'illustre simplement là plutôt mon propre chemin. Donc voilà, pour terminer, avant de reprendre Perceval, donc finalement, être en accord avec soi-même, c'est passé pour lui, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup, par un certain nombre de rendez-vous avec des questions fortes. La loi intérieure, la compréhension du monde et de soi-même, le don de quelque chose et le service. Alors bien sûr, tout ce qu'il a fait aussi, apprendre à se battre, le courage, la ténacité, les années de galère à chercher, tout ça l'a servi aussi à renforcer. Je dirais que c'est un peu comme un... Puisque le mot accord suggère la musique, c'est un peu comme un chef d'orchestre. On a tous sans doute des partitions différentes à jouer. Ou il peut y avoir des parties de l'orchestre plus prédominantes chez les uns que chez les autres, ou à certains moments. Mais on a sans doute tous à travailler, à faire travailler cet orchestre ensemble. Et alors, Perceval, pour terminer, eh bien, donc, il rencontre ce chevalier. Ils ont le sang chaud tous les deux, donc ils commencent à se provoquer en duel. Mais le duel dure des heures, personne ne gagne. À un moment donné, quand même, Perceval arrive à désarçonner l'adversaire. Et au moment de lui donner un coup d'épée, son épée se casse. Donc le voilà fichu. Mais le chevalier d'en face refuse de le tuer tellement il a été valeureux, alors qu'il est sans arme. Il se démarque, et en discutant qui ils sont, il se rend compte qu'ils sont frères. Et que cet autre chevalier, c'est Vert fils, Vert, V-A-I-R-E, qui en ancien français veut dire bigarré, qui est donc ce fils de son père qui est né au premier qui se trouve là. Et c'est seulement, dit Connery, parce qu'il est avec ce fils, c'est ce double de lui-même, qu'il peut rentrer au château de Dieu, qui se présente, où il arrive, et où il est introduit dans la chambre du roi, qui supplie qu'on l'achève tellement il ne supporte plus. Perceval est très touché, il sent quelque chose d'important. Et il dit, pourquoi souffres-tu, mon homme? Et d'un seul coup, Amfortas se redresse, il n'a plus mal. Quelque chose change dans l'ambiance. Perceval est nommé roi. Amfortas lui cède sa couronne. Blanchefleur, la femme de Perceval, arrive. Et donc, comme dans beaucoup de mythes, il règne sur son royaume, il a trouvé sa place. Et il va permettre à ce royaume de refleurir et aux oiseaux d'y chanter. Merci de votre attention. Le but du jeu, c'est de créer un échange. On s'était donné à peu près 1 heure pour que je puisse présenter. Et après, pouvoir échanger avec vous en fonction des questions que vous avez. L'idée, c'est que vous puissiez interagir comme nous, on a eu la chance d'interagir avec Denis dans le cadre du master et de la terre management. Donc, si vous avez des questions, c'est pour ça que ça a été fait. Bon. Alors, puisque visiblement l'objectif,
on a tous un bénéfice à être plus responsable. Quelle est la responsabilité des écoles aujourd'hui dans la préparation à la responsabilité des managers, consultants, gens de changement? Moi, je crois que la responsabilité des... C'est comme ça que je le vois. C'est pas d'évangéliser. Pardon, c'est un peu long. Voilà. Ce que je disais à mes gamins, là, à mes étudiants, c'est qu'il n'existe pas de technique neutre. Toutes les techniques qu'on vous enseigne, que ce soit les statistiques, le marketing, la finance, elles ne sont pas neutres. Elles reposent sur des représentations des théories du monde, qui elles-mêmes reposent sur des rapports de pouvoir, des valeurs, des manières de construire l'humanité. Et mon boulot en tant que prof, c'est d'attirer votre attention là-dessus. Après, je ne suis pas le prof, je ne suis pas le directeur de conscience. À vous de faire votre choix. Et faites-le en connaissant de vous. Alors, j'étais pas le seul à... Je dis j'étais parce que je suis à la retraite depuis quelques mois. Mais j'étais pas le seul dans cette mouvance à HEC. Elle était relativement minoritaire. Beaucoup d'écoles restent encore sur une approche très technique. Comment on fait une étude de marché, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et la technique a toute sa place. L'important, si on veut être responsable, c'est de comprendre ça. De comprendre sur quoi ça repose. Et donc, qu'est-ce que l'on sert en travaillant de télécommunication. Après, si on a ouvert l'esprit des gens là-dessus, et si on reste fidèle à quelque chose qui est que les gens sont libres et qu'ils doivent trouver eux-mêmes leur voie, ça s'arrête là. Mais ce serait déjà beau. Et je ne pense pas que beaucoup le fassent. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a un jeune garçon de 23 ans qui a fait des tests préparatoires dans une interdit, commencé par lui-même, et qui a fait 3 ans d'HEC, est prêt à cela? Alors, j'ai des statistiques. Ah, oui, non, mais c'est vrai. Alors, mais avant les statistiques, moi je crois que il y a une partie des jeunes qui est vraiment en demande de sens. Alors tous ne vont pas aller dans la majeure altermanagement. Alors les statistiques, c'est que c'est 5% qui y vont. Certains autres, parce qu'ils ont autre chose à vue, ou parce qu'ils ont telle passion, parce qu'il y a beaucoup de majeurs, donc il va y avoir de la concurrence entre guillemets, même pour des gens qui cherchent du sens. Mais il y a, alors je dirais, une minorité quand même, mais une minorité qui existe et qui est vraiment contente de trouver ça. Et qui nous remercie d'avoir trouvé ça. Bon, cela dit, la vie ne s'arrête pas à 23 ans. Les gens se poseront peut-être des questions à 30, 40, etc. C'est bien pour ça que je vous pose la question, parce qu'en fait, j'avais eu des discussions avec Bernard Garrett, le directeur de l'MBA. Je suis moi-même récemment diplômé de l'MBA, et il disait, à chaque fois qu'on redéveloppe les programmes, les retours qu'on a a posteriori, 3 ans après, les élèves qui se lèvent en école, les élèves qui ont fait le MBA et les élèves qui ont fait l'exécutif MBA, il dit, les 3 ans après, les élèves d'HEC disent qu'on n'avait pas assez de matière technique, alors que pourtant le diplôme est environ 80% de la matière technique. Le MBA qui a à peu près 50-50, on va dire soft skills, hard skills, les gens sont relativement satisfaits de ce qu'ils ont eu. Et les gens qui ont fait l'exécutif MBA se plaignent de ne pas avoir eu assez de remise en cause des choses, de soft skills, entre autres, alors que ça représente 70% d'enseignement dans l'exécutif MBA. C'est pour ça que je posais cette question de l'âge. On voit que les formations essaient de s'adapter aussi aux besoins du début de carrière et des fins de carrière, et d'une certaine manière, en essayant de rétablir un certain équilibre par rapport à ce que les gens pensent qu'ils ont besoin. Oui. Mais je ne suis pas intervenu dans les MBA. Quand je faisais de l'exec, c'était dans des masters, des programmes pour des clients. Donc je ne saurais pas dire ce qui se passe dans les MBA. Mais je crois que
ce que je disais là m'a permis, là, de voir à tous les âges. Ouais, de près. Alors, par exemple, l'exec, le Master Consulting Coaching, je dirais son marché, moi tant que j'y étais, après, ça fait un an ou deux, j'ai perdu de vue, mais c'était vraiment la recherche de sens. Alors non pas au sens alter management, mais bon, j'ai pas mal réussi dans ma vie, d'ailleurs je peux me donner ce master, si vous pouvez donner, ou alors j'ai suffisamment réussi pour que, bah oui, HEC ranking oblige, c'est cher, ou alors j'ai suffisamment réussi pour qu'une boîte me le paye, mais j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et donc j'ai envie, notamment plusieurs des histoires que j'ai racontées là sur les thèses, c'était des gens comme ça. Et j'ai envie de comprendre un peu plus le côté humain, le côté soft. J'ai envie de travailler là-dessus et d'être plus là-dedans. Ce qui amenait à un autre programme qui était un programme sur le changement, mais qui était très orienté soft skills, c'est-à-dire compréhension de ce qui se passe chez les gens dans les phénomènes de changement. Oui. Oui, sur les représentations théoriques sur le monde, est-ce que vous pensez que les énormes ruptures dans la technologie alors l'horizontalisation, le monde qui devient, comment dire, plus simple pour tout le monde, c'est quelque chose qui travaille sur la représentation et qui donc de fait nous fait arriver beaucoup plus rapidement à cette dernière représentation que vous avez présentée. Est-ce que c'est un facteur d'accélération? J'aurais plutôt tendance à croire ça, moi, parce que je suis de nature positive, optimiste. Mais... vous avez donné à moitié la réponse. Si vous êtes optimiste, vous allez croire ça. Oui, c'est ça. Je parler que ce soit ça. Des proposeurs, de l'autre côté. Là. Voilà, la NSA, tout le bazar, quoi. C'est clair. Ou des gros mastodontes, genre Google, Microsoft, etc. Finalement, on ne maîtrise pas. Donc il y a les deux. Mais effectivement, ce monde que je décrivais, il utilise à fond Internet, c'est sûr. Sans Internet, est-ce qu'il aurait cette richesse potentielle, quoi? Il n'y a pas que sans Internet. Sans doute pas. Voilà, c'est un facteur d'accélération. Oui, tout à fait. Le gouvernail l'a été pour... Oui. Pour l'imprimerie, etc. Oui, ça aide. Mais il ne faut pas croire que par net, ça reste un outil. Ça n'est qu'un outil. Voilà. C'est ça, bien dit. Mais moi j'ai une question un peu personnelle, donc répondez-y si vous voulez, et sinon c'est pas grave. J'ai bien aimé la notion de quête du Graal, je ne connaissais pas bien l'histoire, donc merci pour ce partage. Comment vous définiriez, vous, avec votre expérience votre Graal à vous? Vous savez, si je l'avais complètement trouvé, je pense que je ne serais pas là. Parce qu'en fait, quand on fait des conférences, qu'on écrit, qu'on fait des recherches, c'est parce qu'on cherche. Je cherche toujours. Mais je pense que, avec la vision que je peux en avoir aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit là, il participe. Parce qu'en fait, ça, j'aurais pas été capable de le dire même il y a quelques années. C'est-à-dire ce mystère de l'individu et son projet que je ressentais pour moi, qui me fascinait chez les autres. Il me fascinait, j'avais du mal à le comprendre, à le ressentir, à comprendre son nom intellectuellement. Donc, je pense que dans la partie action dans le monde, je parle, parce qu'après, il y a d'autres aspects de la vie. Je pense qu'il y ait de plus en plus de comprendre ça, et éventuellement d'aider les gens au travers de ce genre de recherche. Et c'est vrai qu'il y en a eu deux, parce que j'ai toujours été, j'ai été 10 ans écolo au départ, maintenant que je suis à la retraite, je le suis encore, parce que j'ai du temps, etc. Il y a les deux. Mais je pense que c'est quand même ça. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça ne doit pas être qu'avec moi, ça. Finalement, ce qu'on cherche, on ne sait pas vraiment. On a du mal à le dire en une phrase claire, précise, nette.
ce serait trop simple. Quand on est capable de ça, c'est qu'on est pratiquement sûr de l'avoir, près de l'avoir fait. Le mystère, c'est qu'on ne le sait pas complètement, tant qu'on n'y est pas arrivé. De la même manière que Perceval, tant qu'il n'est pas dans cette place de roi de ce royaume, tant qu'il ne l'a pas été, il n'avait pas tout. Excusez-moi, si vous me dites, ça me fait penser, c'est juste une petite citation qui me vient, mais ça me fait penser à ce que dit le peintre Pierre Soulagne, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Voilà, oui, c'est vrai que je l'ai entendu, c'est là. C'est vrai que oui, tout à fait. Oui, tout à fait ça. Mais ce qu'il fait, il ne le fait pas par hasard. Il le fait parce que c'est ça qu'il a en haut. Il sent que c'est ça. Et pas autre chose. Donc c'est effectivement. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, de ce qui vous a amené au changement, qu'est-ce que vous avez fait avant, puis ensuite dans le changement, ce qui vous a amené à vous interroger sur cette éthique, quels sont quelques faits qui vous ont frappé ou... Alors le parcours, comme l'a dit Grégory, je suis sorti de HEC en 72, et comme tout le monde, à cette époque, j'avais des offres d'emploi qui correspondaient à ce que j'avais fait pendant la scolarité. Donc moi j'en avais deux d'offres d'emploi. J'avais une offre pour continuer à jouer de la fanfare dans la troupe de théâtre où je travaillais, où je faisais des shows. Et la deuxième, j'avais fait mon mémoire sur l'agriculture biologique. Et l'association qui s'appelait Nature et Pro, qui était à l'époque le fer de lance de l'agriculture biologique, m'a proposé de trouver une mémoire intéressante. Alors j'ai rapidement abandonné la fanfare parce que ça ne me nourrissait même pas, alors qu'à Nature et Pro, au moins il me le nourrissait. En attendant qu'il me paye petit à petit après le sang. Donc j'ai fait 10 ans là-dedans, parce que vraiment, je crois que j'ai fini HEC par égard pour mes parents, mais j'accrochais vraiment pas. Passer ma vie pour les parts de marché, pour vendre des fixes chaussettes ou des radiateurs. Franchement, en plus c'était peu après 1968. Vous parlez à un 68 ans. Non, franchement, c'était pas possible. Donc là, je trouvais du sens, mais au bout de 10 ans, bon, c'est vrai, j'avais 2 gosses, et puis vraiment, pas gagné grand-chose, ça avait commencé à être pesant. Et puis, j'en ai eu marre de la vie associative, que je trouvais un peu hypocrite. Je me suis dit, je vais aller dans l'entreprise, là, c'est plus clair. Et 10 ans après l'entreprise, je me suis rendu compte que c'était pas plus clair. Et que ce qui n'était pas clair, c'était moi, en fait. Que ce que je n'aimais pas là-dedans, les intrigues, etc., ben, c'était aussi mon côté ombre. 10 ans d'entreprise. Et puis après, j'ai le tournant de la quarantaine. Il se trouve, entre parenthèses, coïncidence que la boîte où j'étais c'était une PME, c'est une entreprise moyenne, mais les actionnaires se la disputaient. Il y avait les fondateurs d'un côté, et puis un grand groupe financier de l'autre. Et le grand groupe financier voulait racheter, bref, ça s'est coupé en deux. On m'a proposé un job dans le grand groupe financier. J'ai dit non, je pense que si je l'avais pris, je crois que je serais mort. Tellement ce groupe me paraissait sinistre. Mais bien sûr, les fondateurs ne pouvaient plus me payer, donc licenciement économique, et donc tournant de ma vie, de ma carrière. Et là, vraiment, j'avais un peu la fascination des consultants que je connaissais déjà, pour les avoir fait entre eux intervenir. J'ai eu envie d'aller dans ce secteur-là. Au passage, d'ailleurs, c'est vraiment une coïncidence. J'ai fait un stage avec Daniel Porot. Et alors, c'était pas que ce stage-là, mais en sortant de ce stage, je me rappelle encore la scène, la rue où j'étais, ce que j'allais faire après. Je me suis dit, c'est là que je vais. Et il se trouve, figurez-vous, que j'avais plus revu Daniel Porot jusqu'à ce soir. Et quand je l'ai vu, vraiment, je l'ai remercié. Son stage avait été remarqué. Et donc, et ça c'est une chose aussi, je me rends compte, ça m'est déjà arrivé, mais peut-être à vous aussi. Je me rends compte de ce que je veux devenir
à la sortie de Taureau, par exemple. Pas en termes de position sociale, d'adresse, de titre, etc., mais une sorte d'énergie que j'aurais en moi quand je serais devenu ce que j'aurais envie de devenir. Et parfois, 5 ans, 10 ans après, je me dis, ah bah oui, bah voilà, c'est ça que je suis devenu. Et donc, j'ai eu cette intuition d'aller dans le côté recherche, consultant, enseignement, enfin, tout ce mélange que l'on fait tous dans ces trucs-là. Voilà, donc c'était pas un événement extérieur, c'était plus quand j'ai cherché ma voie, que j'avais 41 ans, et que j'étais à ce tournant-là. Et en fait, après, je l'ai suivi, les choses sont faites, parfois galères, comme Perceval, hein, parfois me demandant où j'allais, etc. Mais ça s'est fait, quoi. Et ça s'est fait, si on m'avait dit que j'allais être prof à HEC, en 72, je me sortais péniblement, j'en aurais jamais cru. Et ça s'est fait parce que j'étais pas dans le mainstream à HEC, mais il faut rendre cet hommage à HEC, qu'il n'y a pas de délit d'opinion à HEC. À partir du moment où vous faites des choses, qu'il y a des clients pour ça, que les clients sont contents, et que ça a une qualité intellectuelle suffisante, ça va. Donc, ce qui est permis à des gens comme moi, mais à d'autres aussi, de vivre là-dedans, mais en faisant parler d'autres choses comme ensuite. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais pourquoi le changement? Et l'éthique du changement? Alors le changement, c'est entre guillemets par hasard, si on croit que le hasard existe. Parce qu'un jour, HEC avait créé avec l'INSEAD un programme qui s'appelait Consulting and Coaching for Change. Et puis, les gens de HEC et l'INSEAD ne s'entendaient pas. Donc, ils se sont séparés et HEC a cherché une autre équipe. Et il se trouve que je connaissais des gens qui m'ont proposé de travailler là-dessus, côté HEC, parce que c'est le siège. Et le mot changement n'était pas au cœur de mes préoccupations, même si, en tant que consultant dans des recherches que j'avais pu faire ailleurs, ça y était. Mais c'est vrai que ça a été une super opportunité pour moi. Vous vous rendez compte, moi, je l'ai fait 7 fois, le programme Consulting and Coaching for Change. En tant que directeur du programme, j'ai assisté à tout. Donc 7 fois, les gens payent pour une fois, mais j'étais payé et je l'ai fait 7 fois. Donc j'ai appris des choses fantastiques de tas de gens, de tas d'horizons qui venaient de partout, participants aussi. Donc voilà, je me suis pris à ce jeu-là et c'est vrai que c'était un sujet intéressant parce que c'est une manière de comprendre, là encore, le fonctionnement humain, individuel et social. L'éthique, je l'ai dit, c'est parce qu'au bout d'un moment, parce que aussi, de temps en temps, à un moment donné, HEC était mon occupation principale, c'était devenu mon occupation principale, mais j'avais quand même toujours d'autres choses, je me disais, mais quand même, l'éthique, ça me semblait, souvent quand on fait une recherche, c'est parce qu'on ne trouve pas dans les lectures que l'on a, dans les collègues que l'on entend, la réponse. Sinon, on se contente de dire, ah ben tiens, il y a machin qui a dit ça. Et là, je n'ai pas trouvé, et j'ai pas... Peut-être ça existe, hein, mais ces questions sur lesquelles j'ai travaillé, les réponses qu'ils donnent les gens, je n'ai pas trouvé de littérature là-dessus. Je me suis dit, ça vaut le coup. Et ça m'a aidé dans les dernières missions que j'ai faites. Je pense que j'ai été mieux, entre guillemets, à mes propres yeux, que 5 ou 10 ans avant. J'ai progressé encore il y a quelques années. Parce que je me rendais compte qu'il y avait certains points qui étaient un peu d'à peu près, quoi. Je sais pas si... Est-ce que vous avez cherché à faire de ce sujet un sujet de conseil en soi? C'est-à-dire d'accompagner, par exemple, l'entreprise dans la prise de conscience et la... Alors, ce que j'ai souvent fait dans la vie, c'est que je commence par de la recherche. Puis on voit après ce que ça donne. Alors, là, ce que vous avez là, c'est un site que j'ai créé, où un certain nombre des recherches, par exemple, dont j'ai parlé, je les mets, et où, au fur et à mesure, je mettrai celles que je suis en train de faire, etc. Et étant à la retraite, bon, vous avez sans doute compris que vu les choix que j'ai faits dans ma vie, ce n'est pas toujours les plus lucratifs. La retraite n'est pas extraordinaire, mais malgré tout, je suis à la retraite, donc je me suis dit, ça aura le succès que ça aura. Je ne suis plus dans la position où je dois développer un business. J'ai pris ma retraite aussi parce que
des soucis de santé dans ma famille proche qui fait qu'il ne faut pas que je sois aussi parti souvent que j'ai. Donc je ne suis pas contre, mais souvent les choses sont venues après que j'ai commencé à faire ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ce que je fais là, cette conférence, c'est la première que je fais sur ce thème-là. Avant, je ne me sentais pas mûr. Ça, c'est merci Grégory de m'avoir poussé à ça. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu un truc sur le changement. J'avais fait un truc classique. Enfin, classique. J'aurais juste donc ça va venir peut-être. Mais pour répondre à la question de monsieur Lacompte, c'est plutôt la quête personnelle du Graal. Il est fort possible que ça m'aide, qu'elle passe par du travail de consultant avec d'autres, etc. Mais c'est dans cet esprit-là que ça se fera. Même si, au passage, on va y avoir des honoraires, mais je me suis permis que ça ne soit plus ma priorité. Donc, ma question, elle n'était pas nécessairement d'en tirer un bénéfice pécuniaire, mais vraiment de passer à l'action dans les implications pratiques. Souvent, j'ai pensé que le métier de coach, ça pouvait être ça. J'ai toujours eu la flemme de passer une certification de coach. D'abord parce que j'étais consultant et coach, plus ou moins, avant que le mot existe. Et donc, je n'ai pas eu envie de me mettre coach. Et en plus, coach, c'est pas forcément dans cette direction-là. Donc, j'ai pas trouvé, mais ça viendra peut-être, quoi. Parce qu'il y a le consultant, mais il y a aussi des séminaires. Ce que je viens de faire en 1 heure, il y a plein d'autres choses à dire sur ce mythe ou sur d'autres choses, parce que j'ai d'autres histoires, d'autres films qui peuvent illustrer aussi tout ça. Ça peut faire un séminaire de jours, des choses comme ça. Donc ça, oui, sans doute, je me dis que ça viendra, et que ce sera bien pour avancer. Mais voilà. Oui, donc là, je vous ai mis l'adresse de mon site, c'est la minute de publicité. Là, mes sources en ce qui concerne Perceval. Ça, c'est donc le bouquin, un énorme pavé, je ne vous raconte pas la tronçonneuse avec laquelle j'ai coupé le c'est en principal, c'est en français Ça, c'est une traduction française. C'est en allemand d'origine, mais c'est une traduction française. En 2004, c'est pas la date de l'écriture, hein, c'est la date de l'écriture, c'est le XIIe siècle. Et celui-là, ça c'est récent, c'est en anglais. Et c'est quelqu'un qui est très proche de celui-là, mais qui l'a réécrit, peut-être en épurant un peu. Enfin, si vous êtes familier avec l'anglais, c'est plus facile à lire que l'autre, qui est quand même. Merci beaucoup, Denis.